Bonjour. Je voulais vous demander comment ici à Toulon on peut soutenir les prisonniers politiques corses, s'il vous plaît. Alors j'allais dire, qui veut répondre de nos intervenants? Monsieur Acquaviva. Alors, d'abord, il y a des associations qui existent, hein, des associations qui sont constituées. Il y en a au moins deux, Patriotti et Solidarita, hein, qui sont deux associations qui gèrent et financièrement et d'un point de vue relationnel, familial, les questions. Donc, on trouve leur contact assez facilement sur le site internet, hein, sur ces questions-là. Après, aujourd'hui, à l'heure où on parle, évidemment, parce que l'histoire n'est jamais terminée, il reste très peu de détenus en prison, et je dirais que ceux qui restaient les plus symboliques et les plus forts d'un point de vue du non-respect du droit humanitaire, rapprochement, etc., c'était les détenus, essentiellement, les détenus du commando dit Erignac. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, suite aux manifestations, des jeunes qui ont fait l'objet de procès à cause de leur action en manifestation, ça oui, mais on n'est pas du même ordre, donc on est un petit peu dans une transition, mais néanmoins il y a des associations qui existent et qui gèrent. Il faut savoir par exemple que sur l'ensemble de ce qu'on appelle le problème politique corse, il y a aussi d'anciens prisonniers qui ont des amendes astronomiques à payer, à tel point que ça altère l'ensemble de leur vie professionnelle, et que c'est un sujet politique à traiter avec le gouvernement comme solde de questions si on doit demain trouver une solution politique globale vers un avenir différent pour la Corse. Bon, je prends cet exemple-là qui est issu du passé et sur lequel effectivement l'administration ne cède politique, ne cède rien. Il y a deux associations à ce stade, même si aujourd'hui il y a moins de détenus. Alors je crois que nous avons une seconde question. Oui, bonsoir, Réfi Quino de la LDH. Là. Il y avait un article qui était paru dans Le Monde le 1er octobre 2022 de la LDH, donc de son président, là, qui disait, alors moi je suis vieux, il faut que j'agrandisse un peu, là, parce que sinon ça ne va pas le faire, donc, dans une tribune, donc, lequel rappelait l'exigence de justice et de vérité suite à l'assassinat d'Ivan Colonna, et demandait au gouvernement, dans le cadre d'un dialogue, s'il engageait le respect et de faire vivre avec la Corse l'égalité devant la loi et les droits. Et donc il rappelait, et donc je reprends quelques extraits de la tribune, n'oublions pas l'attente de justice à l'origine de la révolte de la jeunesse corse, dont vous parliez en ce début d'année, la vérité sur l'assassinat d'Ivan Colonna, toute la vérité, rien que la vérité. De nombreuses questions demeurent en suspens, notamment sur l'importance donnée aux avis réservés et très réservés, donc relatifs à l'affectation et au transfert dans une autre prison, en quartier d'évaluation de radicalité de l'agresseur. Donc, en fin de compte, que pensez-vous de cet article, quoi ? Je crois que la question s'adresse à vous, monsieur le député. Patrick Baudouin a été auditionné dans la commission d'enquête parlementaire, donc il a donné son avis sur l'histoire longue des procès, puisque la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, était intervenue aussi comme observateur, je ne sais plus si c'est dans le deuxième ou le troisième procès, pour voir s'il y avait une justice équitable au moment des procès concernant Ivan Colonna. Et puis il a donné en tant que parlementaire, je parle de moi-même, mais aussi les autres parlementaires corses, et là pour l'ensemble des parlementaires corses, nous avions à l'époque de Michel Tubiana, je crois, je regarde mon collaborateur, écrit un courrier en 2019 à la chancellerie pour demander le rapprochement des détenus en question. Nous n'avons jamais eu de réponse, et c'est un élément que nous avons évoqué en commission d'enquête parlementaire. Donc le positionnement de la Ligue, effectivement, n'est pas étonnant. Ce que vous dites sur ce que je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, mais ce qui est troublant et qui fait que la thèse la plus haute, parce qu'aujourd'hui, clairement, suite à la mission d'enquête de l'inspection générale de la justice, où des magistrats et d'anciens directeurs de l'administration pénitentiaire ont mené cette enquête interne de manière totalement honnête. J'ai eu plusieurs fois le chef de mission, donc c'est avant la commission d'enquête parlementaire, leurs conclusions étaient déjà saillantes. Et on s'est appuyé sur leurs conclusions pour aller plus loin. Bon, la commission d'enquête parlementaire a approfondi ce travail, mais ce qui est, après ces deux éléments de travail toujours sur la table, c'est très simple. Il y a trois hypothèses. Soit on dit que
c'est une rencontre fortuite sur quelques jours où Yvan Colonne fait un blasphème et où Elon Gabé se venge. C'est la thèse un petit peu du départ de l'investigation du parquet national antiterroriste. Et quand on recoupe ce que je viens de dire avec l'ensemble des éléments qui entourent la gestion, la mensuétude sur Yvan Gabé, mais même l'acte lui-même, les vidéos, l'extrême froideur avec laquelle ce soldat a agressé Yvan Colonne, parce que malheureusement les vidéos de l'agression sont sorties en 2022, pour quelques-uns, ou je ne sais pas si vous en avez vu, moi je me rappelle les avoir vus, il n'y a pas de panique dans l'acte de ce soldat. Il n'y a aucune panique. Il n'y a pas un mouvement de panique. Il n'y a pas une agitation. C'est millimétré. C'est une exécution. Et ça, n'importe quel observateur peut le nier, quelle que soit son opinion politique. Personne ne peut le nier. Donc, quand on recoupe l'ensemble de ces données en disant c'est un blasphème, donc c'est du passionnel lié à la religion, etc., plus quand on recoupe les témoignages des agents, des syndicats des agents, des directions des agents qui disent mais on ne croit pas du tout à la thèse du blasphème, que dans le logiciel en question, il n'y a pas de trace de conversation problématique, alors que le fait de se laisser pousser une barbe ou d'insulter un collègue entre deux détenus figure dans le logiciel. Le logiciel, il est censé tracer, si le détenu va trop longtemps en toilette, ça doit y figurer. D'ailleurs, des éléments liés à des transferts de paquets de pâtes ont été notés dans le logiciel, alors que la dangerosité de dire je vais le tuer, le terme qui était entre trois détenus dont Elon Gabé avait évoqué, n'était pas évoqué. Bon, il y a beaucoup de choses qui font que cette thèse-là est mise à mal. Soit c'est, deuxième hypothèse, une succession de hasards qui justifie l'ensemble des planètes alignées. Soit c'est la thèse de quelque chose d'organisé pour un motif soit qui nous échappe, vous voyez, je suis très... et qui explique l'ensemble des planètes alignées, qui nous échappe, qui peut être un problème entre des détenus islamistes, etc. Mais c'est organisé, beaucoup plus organisé qu'on ne l'a dit, et pas lié au blasphème. Et évidemment au milieu, il y a forcément la thèse du crime d'État et de ce que j'appelle la barbouzerie. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas avoir entendu ce qu'on a entendu dans les couloirs de la chancellerie, connaître ce que l'on connaît? On m'a beaucoup, à mon avis, un mouvement médiatique sur le fait que j'ai parlé d'échanges de préfets se réjouissant de l'assassinat d'Yvan Colonne, et j'ai été amené à mettre en annexe du rapport le contenu de ces messages. D'accord? Donc ce contexte, c'est le même contexte que pour les 20 ans de l'assassinat du préfet Rignac, qui fait faire un discours guerrier Emmanuel Macron pour les 20 ans de l'assassinat de Claude Rignac. Ça ne se plaide pas, en regardant les yeux dans les yeux à l'époque, l'avocat d'Yvan Colonne, qui est Gilles Simeoy en face de lui, qui avait provoqué le tollé des bâtonniers d'Ajaccio et d'ailleurs. Discours guerrier, qui est érigé, Madame Erignac, en veuve laïque de la République. C'est le terme du discours. Bon, un discours guerrier, une cause sacrée, on l'a connu ce contexte-là. Donc le motif, on va dire, le motif de la haine cumulé à un contexte précis qui est lié au fait qu'effectivement, nous visitions les députés, puisque, outre la tribune que vous dites, mais il y avait une tribune auparavant, en octobre 2021, l'ensemble des députés, je dirais, nationalistes, reçoivent les associations de prisonniers pour Alain Ferrand et Pierre-Alexandre Yvan Colonne, et reçoivent l'ensemble des groupes parlementaires, et on arrive à faire une tribune dans le monde de 6 groupes parlementaires qui demandent de tourner la page et d'exercer le droit de rapprochement. On est 6 mois avant l'assassinat d'Yvan. 6 mois. On visite ensemble le 21 janvier 2022, un mois et demi avant, Alain Ferrand et Pierre-Alexandre à Poissy le 20 janvier, le lendemain, le 21 janvier, à Arles, Yvan Colonne, et à ce moment-là, la pression démocratique est telle que la directrice, celle qui était donc en poste,
Alors que la première fois, ça a été rappelé par Christine, alors que la première fois, 1 an avant, une visite non médiatisée, elle ne nous permet pas, à nous députés, de voir Yvan Colonne. Ça a été un jeu de chat à la souris avec une dispute, alors qu'on visite durant 3 heures, on a fait tout le tour, ils nous ont empêché de voir Yvan Colonne. En 2020, là, elle est obligée par l'administration de la hiérarchie qu'il y ait des parlementaires de nous faire voir le 21 janvier 2022 Yvan Colonne avec une discussion d'1 heure dans le Gourbi. Ce contexte démocratique est lié au fait, y compris aux discussions qui a eu lieu et qui ont été avouées par Jean Castex face à moi en audition, que l'exécutif de Corse, le gouvernement discutait de la possibilité soit de lever le statut de DPS aux 3 détenus pour permettre le rapprochement, soit d'aménager le centre de Borg avec un quartier dédié, et une mission avait été faite pour ça. En l'état du maintien du statut DPS, Jean Castex avoue ces discussions. Ces discussions ont lieu entre septembre 2021 et février 2022, jusqu'à arrêt. Donc l'ensemble de ces éléments concourent, je vais être neutre, à ce que l'hypothèse la plus haute ne puisse pas ne pas être étudiée par l'enquête judiciaire. Voilà, ce que je veux dire, c'est que notre travail à nous, en entonnoir, a été de resserrer le plus objectivement possible, parce que il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas aller. Je vais, par exemple, les 2 grandes thèses qui s'affrontaient à la commission d'enquête, c'était quoi? Et je finis là-dessus. Première thèse, vous aviez le parquet national antiterroriste, la direction de l'administration centrale de pénitentiaire, donc le cabinet de la chancellerie, quelques anciens gardes des Sceaux, qui disaient, vous comprenez, Franck Elongabé, c'était normal qu'il ait un emploi au service général pour nettoyer les salles, parce qu'il allait sortir, et parce que l'objectif de la prison, c'est le droit à la réinsertion. Donc nous étions donc face à nous n'avions pas compris, face à de grands humanistes qui militaient pour le droit pour la réinsertion. Et les mêmes nous disaient, ah mais Yvan Colonne, c'est pas possible, on ne peut pas lui lever le statut d'épée. Vous vous rendez compte le crime qu'il a commis? Alors que les agents nous disent parcours correct, alors qu'on nous dit risque faible d'évasion. Et quand on dit pour la première thèse, mais attendez, les services de renseignement, DGSE, DGSI, puisque depuis le Bataclan, il y a normalement une théorie du renseignement qui a été restructurée. C'est pas moi qui le dis, c'est la structuration nouvelle du renseignement depuis le Bataclan. Donc on crée des quartiers d'évaluation de la radicalisation en prison. Les fameux quartiers, on doit évaluer les terroristes islamistes, les détenus radicalisés et les terroristes islamistes. Mais aussi le renseignement, il doit y avoir ceux qui préparent l'avant, ceux qui viennent de théâtres de guerre, dont ils faisaient partie. Ils sont traités en renseignement par DGSE, DGSI, DGSE, qui transmet au DGSI, intérieur, et puis au service national de renseignement pénitentiaire, intérieur l'administration, jusqu'à l'administration pénitentiaire qui doit savoir la fluidité du renseignement. Alors vous aviez d'un côté, non sans rire, DGSE, DGSI, mais oui, le théo du spectre, c'est parti de 10-15 les plus dangereux, avec d'ailleurs le patron de la DGSE qui était très loquace, hein, contrairement à ce qu'on pense face à nous. Oui, oui, attaqué plusieurs fois les forces de la coalition, maniement des explosifs, très très dangereux, etc. Fait partie des très hauts du pavé. À qui avez-vous transmis les informations? À DGSI et au PNAT, donc au parquet national antiterroriste, d'accord? Est-ce que vous diriez que le DGSI et le PNAT sont les meneurs de jeu de l'information en aval au service de renseignement pénitentiaire qui dit ne pas avoir bien compris que c'était des hauts du spectre, et l'administration pénitentiaire à la fin disent qu'elle ne savait pas du tout que c'était haut du spectre? Oui, effectivement, on est comme dans une équipe de football. Je vous dirais que le PNAT est un petit peu le meneur de jeu parce que nous, on n'a pas de relation avec le service national de renseignement pénitentiaire ou l'administration pénitentiaire. Autrement dit, on retrouve au centre du dispositif la direction de l'administration pénitentiaire et le parquet national antiterroriste qui savent l'information en aval, ne la distribuent pas en amont et sont au cœur de la décision du non-transfert en Caire, la première fois à Poissy avant qu'il aille à Arles, de Franck Elongabé, puisque le PNAT intervient pour surtout pas transférer en Caire Franck Elongabé. Et quand vous dites ça à Ricard, vous dites, j'ai jugé à ce moment-là que sa dangerosité était telle qu'il allait déstabiliser le quartier d'évaluation. Donc on dit, mais monsieur Ricard, dans le même temps, vous dites qu'il est normal qu'il ait un emploi en service général, ce que vos collègues ou les collègues de la mission de la section générale de la justice
démonte en étant outré du fait qu'un individu pareil, haut du spectre, puisse avoir l'emploi au service général. Donc, si vous voulez, je vous donne l'ensemble des éléments qui font qu'effectivement, et je vous invite sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui, à mon avis, va rebondir, évidemment. Il va rebondir par l'enquête judiciaire, il va rebondir par le travail des avocats, parce qu'il y a une matière telle que, de toute façon, la faute de l'État, on est passé d'une faute de l'État, au départ, qui était de base, parce qu'en prison, on ne doit pas mourir, on met des fautes de surveillance. La faute est avérée, d'ailleurs. Forcément, ils la reconnaissent, on ne peut pas faire autrement. Mais là, on n'est plus à la faute de l'État de base. On est à un minimum non-assistance à personne en danger, au minimum. Là, je parle sous l'angle des capacités juridiques actuelles en sortie de commission. Et on est à plus, certainement. C'est-à-dire le pénal, ou l'attaque au pénal, va faire en sorte que, on espère, que les langues se délient et que la vérité sera au bout du chemin, même si, évidemment, on ne va pas se leurrer, s'il y a eu un degré d'organisation tel que certains, dans haute sphère de l'État, ont décidé d'éliminer des colonnes, si c'est le cas, si c'est cette hypothèse, les choses vont être difficiles à prouver, mais il y a suffisamment eu peut-être d'agitation sur le fait qu'effectivement on pouvait avoir un résultat pour Yvan Colonne de rapprochement, une accélération qui a pu faire commettre des erreurs. Parce que quand on regarde effectivement l'ensemble de l'alignement des choses, c'est assez grossier, pour tout vous dire. Voilà. On va prendre la troisième question avant d'aborder l'actualité politique. Oui, quand quelqu'un est accusé d'un délit ou d'un crime, il passe en tribunal, il y a une instruction, il y a un jury, il y a une peine qui est attribuée. Mais cette peine, c'est la privation de liberté pour un certain nombre d'années. Mais ce n'est pas forcément, comme vous l'avez dit, un séjour en isolement aussi long. Et si on est, vous venez de le dire, quand on est en prison, on est privé de liberté, on n'est pas en prison pour mourir. Et si on est en particulier un détenu particulièrement surveillé, il devrait y avoir encore moins de chances de mourir en prison. Alors on sait qu'il y a beaucoup de suicides, puisque une des gardes des Sceaux avait envisagé, pour diminuer les suicides, de leur donner des pyjamas en papier, pour pas qu'ils puissent se suicider avec leur pyjama. Voilà. Donc ma question, elle est, est-ce que votre commission d'enquête parlementaire, elle a essayé de regarder les statistiques sur les 60 000 ou 70 000 prisonniers qu'il y a en France? Je signale en passant que nos prisons sont pleines à 122%. Hein. Donc, est-ce qu'il y a d'autres cas, par exemple depuis l'année 2000, est-ce qu'il y a eu d'autres cas de prisonniers tués en prison? Très rapidement, encore une fois, pour ceux qui s'intéressent, je vous revois le rapport, il est très précis. Hein. Très rapidement, je vais vous dire, bien sûr qu'il y a des assassinats en prison, enfin des morts en prison. Aucune des morts en prison ne sont un assassinat de ce style, c'est-à-dire perpétré de cette façon-là, de manière, on va dire, froide, avec préméditation, de cette façon-là. C'est des rencontres fortuites, dans la cour, c'est des choses qui décroissent pas de cette façon-là. Ça, c'est le premier. Le deuxième élément statistique que met en exergue le rapport de manière incontestable, qui amplifie le trouble, et le trouble qui oriente vers la troisième hypothèse, l'hypothèse la plus haute, c'est que statistiquement, Franck Elon-Gabé est le seul, sur plusieurs années, terroriste islamiste, pas détenu radicalisé, terroriste islamiste, qui n'est pas allé en quartier d'évaluation de la radicalisation pour des motifs qui ne sont pas des motifs réglementaires. Quand on est terroriste islamiste, on ne peut ne pas aller en quartier d'évaluation de radicalisation si on doit être vite à disposition de la justice dans une enquête en cours, ce n'est pas son cas, ou si on est en déambulatoire, handicapé ou autre. Or, Franck Elon-Gabé, à 5 reprises, entre 2016 et 2022, fait l'objet de 5 commissions, une à Poissy et 4 à Arles, qui disent à l'unanimité qu'il faut l'envoyer en quartier d'évaluation de la radicalisation,
qui, soit dit en passant, sont des quartiers qui doivent aussi évaluer la possibilité de la dangerosité liée à la probabilité d'un passage à l'acte d'un individu, et ne font pas que de la... Parce qu'en gros, un des arguments du parquet national antiterroriste, il n'y avait pas besoin de l'envoyer, parce qu'il allait déstabiliser le Caire, alors que dans le même temps, il disait normal qu'il ait un emploi, vous voyez la contradiction, injonction contradictoire. Mais deux, les Caire ne sont pas faits pour évaluer le passage à l'acte possible. Or, c'est faux, le code de procédure pénale est très clair. D'ailleurs, la mission inspection générale de la justice contredit et pointe le PNAT, puisque ce n'est pas vrai. Bon, 5 fois, mais avant les Caire, depuis son incarcération en 2014, à 3 reprises, dans ce qui était l'avant-Caire, des professionnels disaient, il faut vite le traiter, celui-là. Donc ça fait 8 fois. 8 fois. Malgré ces 8 fois, il est le seul cas statistique de terroristes islamistes, de surcroît, haut du pavé, faisant partie des 10-15 les plus dangereux, qui n'a pas fait l'objet soit d'une évaluation de radicalisation, soit d'une prise en charge de radicalisation. Quand, et je reviens sur la statistique, toujours le PNAT dit qu'il était trop dangereux pour aller en Caire, vous avez la réponse d'une experte, la chef du service psychiatrique d'Arles. Elle me pose directement la question, elle dit, Madame, est-ce que vous pensez que M. Longabé était tellement psychiatriquement, comment vous le qualifiez, atteint pour ne pas aller en Caire et se soustraire à cette obligation? Elle dit, Monsieur le Président, Monsieur Franck Longabé, s'il avait été suffisamment atteint pour ne pas aller en Caire, sa place était soit à l'hôpital, soit à l'isolement, mais pas en détention ordinaire. Pour moi, s'il n'était ni à l'hôpital, puisque je l'ai traité, ni en isolement, c'est que sa place était en Caire. Donc, on est arrivé à des degrés de conclusion très fins le concernant, statistiquement. Ce qui fait que quand on cumule les choses, vous comprendrez bien que ce qu'on a voulu faire avec Laurent Marcangeli, et en particulier moi, parce que c'est la première fois que 2 députés corses, ensemble, 2 députés d'un même territoire, d'abord d'un même territoire, président une commission d'enquête parlementaire. C'est jamais arrivé dans la Ve République. Bon. C'est la première fois que des députés corses président et sont rapporteurs, et en forcerait un député nationaliste, d'une commission d'enquête parlementaire. Donc évidemment, on pouvait me donner pour votre suspicion de subjectivité, notamment d'autres groupes parlementaires. Les groupes parlementaires, ils sont divers à l'Assemblée nationale, hein, d'accord? Ça va de la majorité présidentielle, opposition. Donc on a voulu avoir une éthique de responsabilité, d'objectivation des choses. On est allé très loin dans la question d'objectivation des choses, et notamment sur ce volet-là, statistique. Et le résultat, il est sans appel. Du point de vue de la faute. Là, à ce stade, ce n'est plus une défaillance. Quelle que soit l'issue des hypothèses, à ce stade, ce n'est plus une défaillance. La défaillance est un terme très faible. Voilà.